Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je vais exposer aujourd'hui la solution de l'exercice numéro 2 de la liste numéro 5. Ces exercices que j'ai énoncés il y a quelques jours. Alors, voici l'énoncé de l'exercice numéro 2. Alors, on se donne un espace de Banach et L de E, qui est l'espace des opérateurs linéaires bornés de E vers E. Je dis borné, entre Banach borné, ça veut dire continu. Alors cet espace L de E, qu'on note en général E de F, mais quand F est égal à E, on le note tout simplement L de E. Alors dans une première question, on nous demande si une suite d'opérateurs AN converge vers A dans L de E, montrer que cette suite RANQ converge vers RAQ. Lorsque R et Q sont des opérateurs dans L de E, évidemment qui ne dépendent pas de N. Voilà donc la première question que nous allons montrer. Donc on suppose ces opérateurs comme je les ai indiqués dans l'introduction, et on va montrer que cette suite converge vers RAQ. Évidemment, je dois montrer que la norme tend vers 0. Comme hypothèse, qu'est-ce qu'on a? AN tend vers 0. Mais ici, regardez cette expression. Vous pouvez mettre R en facteur. Il va vous rester ANQ moins AQ. Et vous mettez, alors R en facteur à gauche, Q en facteur à droite. Et vous avez ça. Ensuite, la norme d'un produit fini d'opérateurs est inférieure au produit de leur norme, est inférieur. Ici, l'ordre n'est pas important, puisque c'est une multiplication dans R, alors que ici, l'ordre est important. Donc, on ne peut pas permuter deux opérateurs comme ça. Il y a des opérateurs qui permutent entre eux, mais d'autres, pas du tout. Voilà donc. Alors maintenant, c'est pas la peine que je passe à epsilon, etc., etc. Si AN tend vers 0, ça veut dire que cette expression tend vers 0. Donc, cette expression, vous avez juste une multiplication par deux nombres réels à droite et à gauche. Donc, tout ça tend vers 0. Et comme cette norme est inférieure à quelque chose qui tend vers 0, évidemment, elle tend vers 0. Donc, on a ceci. On a la convergence. Voilà donc pour cette première question. Alors maintenant, nous abordons la deuxième question où on définit un opérateur qui est l'exponentielle de t. À partir de t dans L de E, on définit l'exponentielle de t par cette définition que vous voyez. Donc c'est une série dans l'espace L de E. Alors, pour que ceci ait un sens, il faut vérifier que cette série converge. Nous allons donc montrer que cette série converge. Évidemment, elle converge dans l'espace L2 et elle donne la définition d'un opérateur qui est appelé l'exponentielle de t. Donc voilà comment on définit cet opérateur et on va montrer que ceci est bien défini. Alors, cette définition a un sens, il suffit de démontrer que cette série converge dans l'espace L de E, qui est un espace de Banach, puisque E est un espace de Banach. Alors, pourquoi c'est un Banach? Parce que l'espace d'arrivée est un Banach. Vous voyez que je l'ai écrit comme ça en détail. Ça, c'est une expression abrégée de L de E vers E. En général, lorsque vous avez L de E vers F, si l'espace d'arrivée est un Banach, alors L de F est un Banach. Et d'ailleurs, c'est équivalent. Si L de F est un Banach, F est aussi un Banach. Nous l'avons vu dans une vidéo. Je vais vous laisser le lien pour voir la démonstration très importante de cette propriété-là. C'est un résultat très important. Bon. Alors, je vais utiliser la propriété. Pourquoi j'ai insisté sur L de E est un Banach? Parce que dans un Banach, toute série absolument convergente est convergente.
Et moi, je veux que ma série soit convergente. Donc, il suffit que je démontre qu'elle est absolument convergente. Absolument convergente, ça veut dire, dans R ou C, ça veut dire la série des valeurs absolues des modules convergent. Dans un espace vectoriel normé, ça veut dire la série où vous mettez la norme du terme général converge. Or, la norme du terme général, c'est ça. Et puisque c'est une norme, 1 sur n factoriel, il sort en bas comme un réel. Et la norme de Tn au numérateur, c'est inférieur au produit des normes. Ça, à partir de la propriété très importante que tout le monde doit connaître, c'est que lorsque vous avez deux opérateurs, comme ça, toujours la norme de AB est inférieure à la norme de A, norme de B. Toujours. Donc, vous pouvez étendre cette propriété à un produit fini d'opérateurs. Si vous avez A1, A2 jusqu'à AN, la norme de A1, A2 jusqu'à AN est inférieure aux normes de A1, norme de A2 jusqu'à norme de AN. Voilà, c'est entendu. Bien. Donc, nous avons cette inégalité. Alors ça, c'est le terme général d'une série à terme positif, terme réel positif. Qu'est-ce que je fais pour montrer sa convergence? Le critère de D'Alembert, tout simplement. Je vais trouver, si je ne me trompe pas, si vous mettez, disons que ceci s'appelle UN, vous mettez UN plus 1 sur 1, vous allez trouver norme de T sur N plus 1, qui tombe vers 0, donc d'après le critère de D'Alembert, elle converge. Bon, alors, puisqu'elle converge absolument, on vient de dire que l'espace L2 est un Banach, donc la série tout court, cette série converge. Et ainsi, elle est bien définie. Donc, exponentielle de t est bien définie. Alors, dans la suite, cette série, sa somme partielle, je vais la noter SP. Bon, puisque j'ai pris n pour l'indice, donc je vais mettre SP au lieu de mettre Sn. Toujours, on a l'habitude de mettre Sn, etc. Bon, P, c'est un entier naturel. Bon, voilà la somme partielle de cette série, qui, comme vous le savez, elle converge vers exponentielle de t. Bon, alors nous allons regarder la troisième question. Donc, dans la troisième question, on se donne, en plus de l'opérateur de t qu'on a au départ, on se donne un autre opérateur qui est bijectif, U. Bijectif, lorsqu'on est dans le contexte d'opérateur entre E vers E, et E est un Banach, ça veut dire que c'est un isomorphisme, d'après le théorème isomorphisme de Banach. Ça, c'est pas important pour nous. Ce qui nous importe, c'est que U-1 existe. U est bijectif, U-1 existe. Et pour cela, puisqu'il existe, on va démontrer cette égalité. Bon, on l'a donné dans ce texte. U, E exponentielle U, T, U-1. Il faut montrer qu'elle est égale à U, l'exponentielle de T, qui multiplie U-1. Vous voyez que ce n'est pas la même chose ici. Hein. Alors, on va démontrer ça. Alors, si U est un opérateur bijectif, je dis qu'il est facile de vérifier par une simple récurrence que l'on a cette propriété. En effet, lorsque vous multipliez ut-1 par lui-même plusieurs fois, au milieu, vous aurez des u-1 u qui deviennent identités. Donc finalement, ils s'éliminent. Il ne reste plus que au milieu que tn et à la fin u et à droite u-1. Nous allons voir ça pour n égale 2 et n égale 3 par exemple. Et puis on peut le faire par récurrence tout simplement. Regardez ut-1 qui multiplie par ut-1, c'est-à-dire ut-1 au carré. Au milieu, le u-1u, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'identité, donc il reste u, t au carré, u-1. C'est bien ce que l'on voulait. Pour 3, si vous mettez ça à puissance 3, donc c'est puissance 2 qui multiplie la puissance 1. Et là, vous le remplacez par sa valeur qui est là. Et au milieu, surgit encore le u-1u qui devient l'identité.
Donc, il disparaît. Qu'est-ce qui nous reste au milieu alors? T2 qui multiplie T qui est T3. Voilà la relation. Et ainsi de suite, par récurrence, on peut démontrer donc que UT, U-1 puissance n est égal à T puissance n qui multiplie U-1. Alors maintenant, je vais définir cette somme partielle parce que je cherche l'expression de l'exponentielle de l'opérateur UT U-1. Donc, il est défini par une série comme ET. Cette série, j'appelle sa somme, je nomme sa somme partielle, je l'appelle sigma p. Voici. Et je vais essayer de trouver une relation entre sigma p et SP. Alors, sigma p est égal à ça. D'accord. Et chaque UT U-1 d'après cette relation, je le remplace par UT-1 U-1. Là, nous avons une somme finie. Une somme finie. Où tous les termes, nous avons U à gauche. On peut le factoriser. Et nous avons U-1 à droite pour tous les termes qui sont là, le factorise. Et voilà ce qu'on trouve. En fait, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ça, c'est SP. Alors, je n'ai plus qu'à faire tendre P vers plus l'infini pour trouver le résultat que je souhaite. Alors maintenant, si on fait tendre P vers plus l'infini, vous avez ici l'opérateur SP, qui est égal à ça. Et vous avez à gauche un opérateur U, et à droite l'opérateur moins 1. Lorsque P tend vers plus l'infini, ceci va tendre vers U fois la limite de SP qui multiplie I moins 1. D'après la question numéro 1. Et la limite de SP, c'est quoi? C'est l'exponentielle de T. Donc, ce membre-là, vous voyez, il tend vers U exponentielle de T U moins 1. Et ceci, puisque cette somme partielle elle est définie ainsi, donc d'après la définition de l'exponentielle, va tendre vers l'exponentielle de UT U-1. Donc on aura l'égalité. Alors voilà, j'ai ici résumé ce que je viens de dire. D'après la question numéro 1, limite de sigma p, c'est U fois la limite de SP U-1, c'est-à-dire exponent U, T, U-1, ce que j'ai écrit en rouge là. Et là, à gauche, la somme partielle de l'exponentielle qui définit de cette exponentielle, donc sa limite c'est ça. On a donc l'égalité, donc vrai si on prend U inversible. Alors dans la question numéro 4, on nous donne un opérateur P qui vérifie P au carré égale à P et on nous demande de montrer que l'exponentielle de P, en fait, c'est juste un polynôme de degré 1 en P. Donc, c'est-à-dire, c'est juste la valeur égale à I plus E moins 1, l'opérateur P. Donc, P appartient à L de E et P au carré égale à P. Alors, P au carré égale à P, si vous multipliez par P, vous trouvez P à la puissance 3 égale P au carré égale à P. P4 également. Et par récurrence, P à la puissance K égale à P, quel que soit K supérieur ou égal à 2. Donc, dans cette somme partielle, dont la limite c'est exponentielle de P, les PK sont égaux à P à partir du rang 2. Donc, vous mettez à la place de PK, vous mettez P. Et là, vous pouvez mettre en facteur cet opérateur. Et qu'est-ce qui vous reste là? Il vous reste une série numérique, la somme partielle d'une série numérique. La série sigma de 1 sur k factoriel. Mais attention, de k égale 2 jusqu'à n. K égale 2 parce que, évidemment, nous avons dit que pour k supérieur ou égal à 2, nous avons pk égale à p. Bien. Alors, lorsque n tend vers l'infini, cette série, qu'est-ce qu'on sait? C'est la série qui définit l'exponentielle E.
e puissance 1. Si vous mettez x à la puissance n, vous définissez exponentielle x. Mais, attention, sont les deux premiers termes. Donc, ceci, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers e, moins les premiers termes. C'est quoi les premiers termes? C'est 1 plus 1 sur 1 factoriel, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2. Donc, ceci va tendre vers e moins 1, 2. Et là, vous avez P, il est là, à côté, et vous avez au début I plus P, faites la somme, vous trouvez donc Sn tend vers EP est égal à ça, qui est égal, après avoir factorisé le P une deuxième fois, donc I plus E moins 1 P. Voilà donc cette relation. Elle va nous être utile dans la question numéro 5 pour répondre justement à cette question 5. La question numéro 5 tourne autour de cette relation. Est-ce qu'elle est vraie? Vérifiez si cette relation est vraie. On sait que pour les réels exponentiels et même pour les complexes exponentiels de z plus z', c'est exponentiel de z, exponentiel de z'. Mais pour les opérateurs, est-ce que c'est vrai? Alors, on vous donne l'espace E égale C2 parce que c'est plus simple de travailler dans un espace de dimension finie, et encore plus lorsque sa dimension égale à 2. Nous allons voir qu'est-ce qu'il en est pour cette relation en prenant deux exemples. Alors, dans les applications linéaires de C2 vers C2 sont définies par le matrice. Donc, on peut confondre opérateur et sa matrice. Donc, je prends deux matrices. Je prends A. Alors, je vérifie que A au carré égale à A. Et je prends B. Je n'ai pas trouvé B au carré égale à B, mais j'ai trouvé plus simple. J'ai trouvé B au carré égale à 0. Donc, lorsque je calcule son exponentielle, dans son partiel, elle va commencer par I plus B et après que des zéros. Donc, son exponentielle, c'est I plus B. I plus B, faites la somme de I, l'identité, la matrice I, c'est quoi la matrice AI? Quand on travaille dans les applications de C2 vers C2, c'est ça l'application I. Donc, faites la somme I plus B, vous trouvez ça. Alors, pour A, j'ai dit que A au carré égale à A. Faites vérifier les calculs si vous voulez. Et vous appliquez alors la question précédente. L'exponentielle de A, c'est I plus E moins 1 que multiplie A. Donc, vous prenez la matrice I et vous ajoutez la matrice A multipliée par E moins 1, qui va donner donc E moins 1 ici. Faites la somme, vous trouvez, voilà, vous trouvez l'exponentielle de A. L'exponentielle de B, on l'a déjà trouvé. Et alors maintenant, A plus B. A plus B, ça donne ceci, cette matrice. Le carré de A plus B, c'est A plus B. J'ai fait le calcul, j'ai trouvé A plus B au carré égale A plus B. Donc, pour calculer son exponentielle, je lui applique la question précédente. I plus E moins 1, A plus B. Donc, là, l'identité. Ici, A plus B, que vous multipliez par E moins 1, faites la somme, voilà ce qu'on trouve. Bien. Alors, maintenant que nous avons EA et EB, on peut faire le produit. Faisons le produit. Donc, c'est ça qui multiplie l'exponentielle de B. Et je trouve ça. Comparer l'exponentielle de A plus B n'est pas égal à l'exponentielle de A, l'exponentielle de B. Manifestement, ils sont différents. Voilà, donc cet exemple suffit pour dire qu'en général, l'exponentielle de A plus B n'est pas égale à l'exponentielle de A que multiplie l'exponentielle de B. Et donc, ce exponentielle de A, exponentielle de B n'est pas égal non plus à exponentielle de B, exponentielle de A, parce que les opérateurs ne commutent pas en général aussi. Voilà, donc faire attention. Alors, nous avons aujourd'hui défini l'exponentielle, et comme vous savez, les exponentielles d'opérateurs servent dans les calculs, et en particulier en théorie spectrale, dans le calcul différentiel, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.